Merci Marc. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Donc voilà, j'espère que vous l'avez. Donc, sur ce webinaire intitulé L'utilisation rationnelle de l'énergie, c'est effectivement plus simple que vous ne le pensez. Le but étant de diminuer vos factures tout en conservant votre confort. Alors, j'espère que cela fonctionne bien et nous allons commencer la présentation. Alors, le mot énergie, à quoi est-ce qu'il vous fait penser dans votre logement? Pour la plupart des gens qui viennent nous voir chez HomeGrade, c'est leur facture de gaz et d'électricité. Et d'ailleurs, on a souvent beaucoup plus de demandes et d'accompagnement en période hivernale que lorsque la saison est plus clémente. L'objectif de ce webinaire, ça va être de vous aider à réduire vos factures énergétiques à travers différentes actions, mais aussi de vous informer sur les rénovations utiles à prévoir. Alors, tout d'abord, on va parler de l'analyse des consommations et des factures d'énergie. Ensuite, les gestes quotidiens qui permettent de diminuer les consommations et les petites interventions qui peuvent être réalisées. Et très rapidement, nous parlerons de la rénovation énergétique. Premier point, l'analyse des consommations et des factures d'énergie. Alors, on va parler de la fiche info self-checkup qui est publiée sur le site d'HomeGrade, et on vous parlera aussi d'une autre ASBL qui s'appelle Inforgazelec et qui pourra vous aider dans le cas d'un éventuel changement de fournisseur. Alors, la fiche info self-checkup, c'est une fiche qui vous permet d'analyser vos consommations réelles. Donc, on va parler de l'indice normal de performance pour une habitation. Donc, en fait, ce sont les kilowattheures de chauffage par mètre carré et par an. Donc, c'est plus facile quand on a une chaudière gaz de déterminer combien on a consommé en gaz pour se chauffer. Et donc, on voit quelle est notre véritable consommation. Et donc, le but, c'est de se comparer à des habitats en région bruxelloise. Donc, une consommation de 100 kWh par mètre carré et par an pour une maison de façade, ça correspond à une habitation ancienne qui est rénovée, avec une toiture isolée, un chauffage performant, du double vitrage. Et donc, si sur base de nos consommations réelles, on a plutôt une habitation, on est plutôt dans le vert ou dans l'orange, c'est plutôt réaliste et normal. Si on est dans le orange foncé, voire le rouge, ça veut dire qu'on consomme peut-être un petit peu trop et qu'il y a des choses à réaliser euh, assez rapidement pour améliorer la performance de notre habitat. Attention, ces chiffres ne sont pas en relation avec le certificat PEB, qui lui est une estimation sur une consommation théorique. La fiche info self-checkup, c'est vraiment sur des consommations pratiques, des consommations réelles et pas théoriques pour le gaz, mais aussi pour l'électricité, où là, la consommation d'électricité d'un ménage bruxellois, elle ne dépend pas de la surface du logement, mais du nombre de personnes qui vivent dans le logement. Un ménage bruxellois de 5 personnes, comme moi par exemple avec mes 3 enfants, on devrait avoir une consommation en kilowattheure hors eau chaude sanitaire de l'ordre de 3400 kWh d'électricité. Si on est un petit peu au-dessus, bah, il faut peut-être voir pourquoi est-ce qu'on consomme trop. Si on est un petit peu en dessous, c'est qu'on a une utilisation qui est économe. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire encore mieux. Donc voilà pour un premier outil qui peut vous aider. Donc cette fiche info self-checkup que vous retrouvez dans les publications sur le site d'HomeGrade. Et de même, une autre possibilité, c'est d'aller voir l'ASBL Inforgazelec qui peut vous aider à analyser votre facture d'électricité, de comparer votre contrat par rapport au contrat d'un autre fournisseur, vous informer sur les procédures en cas de déménagement, vous aider si vous avez un problème avec votre fournisseur, mais aussi vous informer sur le statut de client protégé. Donc, n'hésitez pas à contacter Inforgazelec. C'est vraiment une super équipe et ils sont d'ailleurs, leurs locaux sont situés non loin des nôtres sur la chaussée d'Act. Voilà. Passons maintenant plus au côté concret de cette formation, c'est-à-dire les gestes du quotidien qui permettent de diminuer les consommations. Donc souvent, c'est une adaptation de nos habitudes, mais aussi des petites interventions. Ce sont des achats et le placement de matériel au coût financier vraiment limité et qui peuvent aussi avoir un bel impact sur votre facture et vos consommations. La répartition de la facture énergétique
moyenne des Bruxellois, c'est 65% pour le chauffage, 15% pour l'eau chaude sanitaire, 4% pour la cuisson et 16% pour l'éclairage et les électroménagers. Le but, on va donc essayer de voir quelles économies on peut faire en s'attaquant aux postes qui sont les plus énergivores, et donc tout d'abord le chauffage. Quand je suis chez moi, l'idéal est de régler son thermostat d'ambiance à une température de 19 ou 20 degrés dans la pièce de vie. La pièce de vie, c'est là où on place le thermostat. Dans cette pièce, on met les vannes de radiateur sur 5. On ouvre complètement les vannes, puisqu'en fait, le thermostat, il va commander la chaudière. Si j'atteins les 20 degrés dans cette pièce, ou les 19 degrés qui sont indiqués sur mon thermostat, la chaudière va se couper. En fait, ce thermostat, il agit en fonction de la pièce de référence, donc dans la pièce dans laquelle il est placé, et donc il va couper la chaudière lorsque la température est atteinte. Bien penser à mettre les vannes sur 5 pour que le radiateur donne le maximum de l'énergie et qui coupe la chaudière lorsque la température est atteinte. Dans les autres pièces, dans lesquelles il n'y a pas de thermostat, alors dans ce cas-là, je règle mes vannes thermostatiques sur 2 ou 3, c'est-à-dire 16 à 20 degrés. Alors, information pour ceux qui ne le savent pas, les vannes thermostatiques 1, 2, 3, 4 et 5, ça correspond en fait à des températures, plus ou moins. Mais donc, quand je mets ma vanne sur 3, ça veut dire que je veux atteindre une température de 20 degrés. Lorsque j'ai atteint une température de 20 degrés, la vanne coupe le radiateur. Elle ne va pas couper la chaudière, elle va vraiment couper que le radiateur. Une vanne, en fait, ça mesure une température de la pièce et ça régule le radiateur. Ça ne gère pas la chaudière, ça ne la commande pas. Dans les espaces qu'on n'utilise pas ou peu, régler la vanne thermostatique sur 2, plus ou moins 16 degrés, ça permet d'éviter les problèmes de condensation, mais de garder une température quand même normale dans ces locaux-là qu'on utilise peu ou pas. Comment faire des économies là-dessus? Bah, déjà, si on testait de baisser la température d'1 degré au niveau de mon thermostat, si mon habitation le permet et que cela n'affecte pas mon confort, ça va entraîner une belle économie sur votre facture de chauffage. Vu les prix de l'énergie actuelle, on parle de quasiment 100 euros d'économie par an en baissant d'1 degré l'habitation. Avec 100 euros, on peut commencer à s'acheter un très beau pull pour, euh, pour permettre de bien avoir chaud chez soi. D'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est de libérer ses radiateurs. On ne place pas des meubles devant le radiateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rayonnement thermique, c'est à peu près un tiers de la chaleur émise par le radiateur. Si on met un meuble juste devant, ben, on ne bénéficie pas de ce rayonnement qui est donné par le radiateur. On pense aussi aux rideaux. C'est joli un rideau, mais s'il passe devant le radiateur, en fait, il empêche le rayonnement thermique et il va euh, augmenter la température entre le radiateur et la fenêtre au lieu d'augmenter la température dans la pièce. On peut couper les rideaux à hauteur du radiateur et les apposer sur la tablette de fenêtre de façon à ce que l'énergie donnée par les radiateurs vienne dans la pièce, là où on en a vraiment besoin. On évite aussi les courants d'air qui sont non désirables. On ferme les portes, on place des boudins de porte, des brosses de porte. Vous trouverez d'ailleurs sur Internet un très beau tutoriel réalisé par Marc et moi à ce sujet. Les radiateurs, on les nettoie et on les purge. Il n'y a pas d'entretien à faire, mais nettoyer un radiateur, c'est enlever les poussières qui sont dedans, qui évitent le phénomène de convection. Donc la convection, c'est vraiment le passage de l'air à travers le radiateur qui va être aspiré par le bas du radiateur, qui va se chauffer et qui va monter dans la pièce et qui va ensuite aller dans la pièce. Et on purge un radiateur. Ça paraît bête, mais une installation qui est en bon état et bien purgée, ça peut être jusqu'à 200 euros d'économie par an, puisqu'on va optimiser l'utilisation de notre équipement. Alors, on en discutait avec Marc. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il faut purger un radiateur? C'est assez simple. Généralement, on l'entend, il chante. Des petits blop, 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 ou des bruits qui montrent il se passe quelque chose, un peu comme un estomac qui digère au niveau de votre radiateur. Donc, ça veut dire qu'il faut le purger. Pour le purger, c'est assez simple. On utilise des clés de purge, un essuie et un petit bol ou un verre pour récupérer les gouttes qui pourraient s'échapper du radiateur. Purger un radiateur, c'est enlever l'air qui est dans le radiateur. Donc j'utilise ma clé, je vide le radiateur de l'air qui pourrait être présent dedans. Et quand il y a de l'eau qui commence à sortir au niveau de la vanne de purge, ben, ça veut dire que j'ai vidé tout l'air et donc que mon radiateur va fonctionner de façon optimale et qui va chauffer sur toute sa hauteur. Un autre tips, quand on n'entend pas le bruit, c'est si le radiateur a des températures qui sont différentes
entre le haut du radiateur et le bas du radiateur, c'est généralement qu'il y a un manque d'eau dans votre circuit de chauffage et donc dans ce radiateur en particulier. Lorsque vous avez purgé tous les radiateurs, l'idéal étant de commencer par les radiateurs qui sont situés le plus en bas de la maison et de monter dans les étages. Lorsqu'on a purgé tous les radiateurs, on peut peut-être aller voir à la chaudière si la pression d'eau est suffisante dans le système. N'hésitez pas à vous adresser à votre chauffagiste lors de l'entretien biannuel, lors de la contrôle périodique PEB de votre chaudière. Il peut aussi éventuellement vous aider à faire la purge et vérifier la pression du système de chauffage. La nuit, dans mon logement, on ferme les rideaux. Bon, bien évidemment, pas devant les radiateurs, on ferme les rideaux. Ça évite une partie des pertes à travers le vitrage. Il faut savoir que les fenêtres anciennes, simple vitrage, sont responsables de quasiment 20% des pertes de chaleur. Donc, à partir du moment où il fait nuit, on ferme les rideaux, on ne bénéficie pas des apports solaires et on évite les pertes à ce niveau-là. Dans certains cas, on peut éteindre la chaudière et profiter de la chaleur accumulée. Mais bon, dans le cas des logements plus anciens qui ne sont pas suffisamment isolés, on utilise ce qu'on appelle le ralenti de nuit, c'est-à-dire qu'on demande une température à la chaudière de l'ordre de 15 degrés pour éviter les risques de condensation. Donc la température va baisser petit à petit dans le logement, mais ne descendra pas en dessous de 15 degrés. J'imagine qu'en m'entendant, l'un ou l'autre va dire: ah oui, mais mon chauffagiste m'a dit que le coût de la relance de la chaudière allait entraîner une surconsommation. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai ce qui est indiqué. Le coût de la relance de la chaudière le matin est inférieur au coût d'une utilisation continue. Pour vous donner un exemple, on utilise les seaux d'eau, ça permet un peu de comprendre. Si j'ai un robinet qui donne un débit dans un seau d'eau et que ce seau se vide vis-à-vis de tous les trous qui sont présents dedans, bah si pendant toute la nuit je laisse mon robinet ouvert, il va continuer à se vider de la même façon. Si finalement en début de nuit je coupe mon robinet, bah, il va se vider, mais quand il sera plus bas qu'un des trous, bah, forcément il y aura moins d'eau qui va sortir et ainsi de suite. Et si bah, en fin de nuit, avant de me réveiller, je relance le robinet avec le même débit, bah, le seau petit à petit va se remplir jusqu'à atteindre son état d'équilibre. Et donc, effectivement, baisser la température la nuit ne va pas entraîner une surconsommation de votre logement. Et quand je vais travailler, c'est pas la nuit, eh ben, on règle le thermostat d'ambiance à 15 degrés et on rappelle que dans la pièce principale, on laisse les vannes thermostatiques au maximum puisqu'il faut que la température de 15 degrés soit atteinte et dans ce cas-là, que la chaudière se coupe. Dans les autres pièces, on laisse les vannes thermostatiques sur 2 ou un petit peu en dessous. Je rappelle que 2, c'est environ 16 degrés. Et quand je pars en vacances, bah là, c'est le plus simple. On éteint la chaudière si notre habitat le permet. Si le logement est vraiment très mal isolé, dans ce cas-là, on peut baisser la température à 14 degrés. Il y a peu d'occupants dans le logement, donc il y aura peu d'humidité dans l'air. Et en restant à 14 degrés, on va éviter les risques de condensation sur les murs au retour des vacances. Quand c'est l'été, si ma chaudière produit l'eau chaude sanitaire, alors bah, j'actionne le mode été de ma chaudière, c'est-à-dire que la chaudière ne va plus fonctionner en mode chauffage, mais seulement en mode eau chaude sanitaire. Si mon eau chaude sanitaire elle est produite d'une manière séparée, un ballon électrique ou un chauffe-eau instantané gaz dans la salle de bain, j'ai simplement à couper ma chaudière pendant toute la période estivale. Un petit rappel, pour un environnement sain, si on n'a pas un système de ventilation dans le logement, une VMC, on aère 2 fois par jour, 15 minutes. Cette ventilation permet d'éliminer la condensation de l'air vicié. J'ouvre la fenêtre, je crée un courant d'air. OK, l'air va se refroidir rapidement, mais pas les murs. Donc, en 15 minutes, on va changer toute l'air du logement et en refermant les fenêtres, très vite, on va récupérer de la chaleur dans le logement. Pourquoi? Parce que les murs, le mobilier, votre table, votre chaise vont vous redonner de la chaleur qui avait été accumulée précédemment. Et donc, la température de l'air va très vite réavoir une température normale. L'accumulation de la chaleur, c'est une question de densité. L'air, ça pèse rien. La masse volumique de l'air, elle est quasi nulle quand on la compare à la masse volumique et donc à la densité d'un mur, d'une table, d'une chaise, d'un canapé, du sol ou du plafond. En diminuant l'humidité de la pièce, on consomme moins d'énergie pour la chauffer. Et de plus, un air sec est plus sain et plus confortable. Donc n'hésitez pas à ventiler 2 fois 15 minutes, une fois le matin, une fois le soir. Ça suffira et ça va vous
améliorer la qualité de votre logement sans augmenter les consommations. Alors, les petits investissements, c'est-à-dire des investissements qui vont vous permettre aussi de faire des belles économies. Si vous n'avez pas un thermostat d'ambiance programmable sur une semaine, ça vaut le coup de l'installer. Ça permet de l'installer sur base de son fonctionnement hebdomadaire. Ben voilà, nous à la maison, ma femme et moi, on travaille dans nos bureaux. Les enfants sont à l'école. On- L'école et nos horaires de bureau sont quand même assez standards, donc on a un fonctionnement qui est du lundi au mardi pareil, un peu différent le mercredi parce qu'il n'y a pas l'école l'après-midi, jeudi, vendredi pareil, et le week-end on change les horaires. Donc vraiment, ça permet d'avoir un fonctionnement qui est automatisé et qui est adapté à nos horaires, et ça permet de faire des économies parce que ça évite de partir en oubliant de couper la chaudière, ou en tout cas de baisser le thermostat. Installer des vannes thermostatiques, c'est aussi intéressant parce que ça permet vraiment de contrôler la température, notamment des pièces qu'on n'utilise pas. Et si on dit que voilà, on ne veut pas que la pièce qu'on n'utilise pas dépasse les 15 ou les 16 degrés, bah, quand on a mis la vanne sur 2, automatiquement, la vanne va se couper. Et si un jour il fait particulièrement chaud, qu'il y a beaucoup de soleil et que vous avez oublié de couper la chaudière, comme les vannes thermostatiques vont détecter la température de la pièce et qu'elle va augmenter grâce aux apports solaires, en coupant le radiateur, eh ben, le circuit de chauffage va être diminué du nombre de radiateurs qui seront automatiquement coupés par ces vannes thermostatiques. Un conseil, l'été, quand le chauffage est éteint, je mets toutes les vannes sur 5. Ça permet d'améliorer d'augmenter la longévité et la durée de vie donc, de ces vannes. Pourquoi? En mettant sur 5, ça évite de comprimer le ressort et donc une usure du prématuré du ressort, qui est l'élément 4 sur le petit dessin à côté de vous, mais ça évite aussi le blocage du clapet. Le petit 5, c'est un clapet, de temps en temps, il se bloque parce qu'il est comprimé pendant un certain nombre de jours d'affilée et que bah, au début de l'hiver, on ouvre la vanne et malheureusement, il reste un peu bloqué. Donc voilà, pensez à mettre vos vannes sur 5 quand c'est l'été et que vous n'avez plus besoin de faire fonctionner votre chaudière. Un autre petit investissement, l'isolation des conduites de chauffage dans le volume non protégé. Donc, on parle des caves, souvent, voilà, on a la chaudière en cave, ça sert à rien que. Et on se rend bien compte que dans le local de chaufferie, il fait toujours très chaud. Isolez vos tuyaux, ça permet de gagner 5 à 10% d'économie. Euh, on dit qu'un tuyau de chauffage de 1 mètre, ça représente 60 watts. C'est énorme. C'est une ancienne ampoule à incandescence. Donc vraiment, on trouve facilement dans les magasins de bricolage de l'isolant et qu'on peut installer soi-même. Ça a du sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation PEB impose le calorifugage de ces tuyaux dans le cadre d'une nouvelle installation. Donc voilà. Si votre installation est ancienne, ça vaut le coup de le faire. Si elle est nouvelle, sachez que ça sera prévu par la réglementation. Entretenir sa chaudière, là aussi, je vous rappelle que c'est prévu dans le contrôle périodique PEB. Donc le contrôle n'est pas qu'un contrôle, c'est aussi un entretien de la chaudière. Ça permet d'améliorer le rendement de votre chaudière, de prolonger la durée de vie de celle-ci et aussi une augmentation de sa performance et donc une économie sur les consommations de, de gaz ou de mazout, en tout cas, sur les consommations liées au chauffage. Autre petit investissement, cette fois pas au niveau de la chaudière, mais au niveau de chaque radiateur, on peut installer des panneaux réflecteurs. Donc c'est souvent une couche de frigolite avec une face aluminium qu'on va placer derrière un radiateur qui se trouve contre un mur qui donne vers l'extérieur. Donc généralement c'est un mur qui est très froid et du coup une partie du rayonnement, tout à l'heure je parlais du rayonnement, donc une partie du rayonnement du radiateur va aller sur ce mur froid et donc ça va faire perdre vraiment une partie de cette énergie qui est donnée par le radiateur. En mettant ce réflecteur derrière le radiateur, on va réfléchir le rayonnement, donc l'énergie qui est donnée par le radiateur, vers le radiateur et vers l'intérieur de la pièce. On a une économie de 1 ou 2% sur la consommation de chauffage. Ce n'est pas négligeable quand on a des factures qui peuvent avoisiner les 1 000 euros. Euh, Au moment du placement, bien penser à coller en plein l'ensemble du panneau réflecteur sur le mur, ne pas avoir un vide d'air entre le mur et le panneau réflecteur, car sinon on pourrait avoir toujours ce problème de mur froid et peut-être un problème de condensation, puisque ce mur ne serait plus réchauffé par le radiateur. Donc vraiment, si le panneau est bien collé contre le mur, c'est la meilleure façon de le faire.
Passons maintenant à un deuxième point important des consommations et donc de notre facture énergétique, l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, majoritairement les douches, voilà, les bains, un petit peu l'évier de cuisine. Prendre une douche courte de 5 minutes, ça représente à peu près 40 litres par rapport à un bain qui représente 100 à 150 litres. Sur toute une année, ça représente 50 à 100 euros d'économie entre l'eau économisée et l'énergie nécessaire à chauffer cette eau. Pour donner un ordre de grandeur, le débit des douchettes, une douchette économique, 5 à 7 litres par minute, une douchette moyenne, 15 litres par minute, et la douchette effet pluie qui permet d'avoir une énorme rosace au-dessus de sa tête, c'est 30 litres par minute. Donc c'est quand même très consommateur. Dans ce cas-là, profitez de l'effet pluie en plein été avec une douche froide plutôt qu'en plein hiver où vous devrez chauffer une grande quantité d'eau. Les petits investissements autres pour l'eau chaude, en tout cas pour l'eau, bon, on a parlé de la douchette économique. Installer une douchette économique, ça permet de faire des économies. On peut aussi parler des chasses d'eau double commande, donc qui permettent d'avoir, en fonction de l'usage de la toilette, plus ou moins d'eau qui est utilisée par la chasse. Un petit tips, on peut mettre une bouteille d'eau remplie d'eau dans le réservoir, ce qui va diminuer l'eau qui va partir à chaque chasse d'eau, et donc quelques euros d'économie sur l'année. Passons à un autre gros poste qui est l'éclairage et les électroménagers. Alors, l'électroménager dans la cuisine, mon frigo, il est fait pour faire du froid. Ma gazinière ou mon four, c'est fait pour faire du chaud. Quand on les met côte à côte, forcément, il y en a un qui fait du chaud, l'autre qui demande du froid. On fait une perte d'énergie inutile. Donc, on peut voir si dans l'aménagement de la cuisine, on ne sait pas déplacer le poste de froid et l'éloigner du poste de chaud. Euh, la température du frigo, elle est réglable généralement. Une température de 5 degrés est largement suffisante pour conserver les aliments, la viande, le poisson, les laitages, etc. Donc, n'hésitez pas à régler cette température sur 5 degrés, pas besoin de la mettre à 2 ou 3 degrés. C'est quelques euros d'économie aussi par an, tout en conservant aussi bien vos aliments. Votre congélateur. Qui n'a pas déjà vu un congélateur rempli de glace où on a l'impression qu'il neige dans le congélateur. Il faut penser à le dégivrer. Bon, tous les 3 mois, c'est peut-être un petit peu excessif, mais ça veut vraiment dire qu'il faut penser à le faire. 10% de consommation supplémentaire par 2 millimètres de givre, on y arrive assez vite quand on ne le fait pas. Et en fait, moins souvent on le fait, plus dur sera la tâche le jour où il faudra le faire. Euh, un petit tip, ce qui m'a été donné par Marc pour aider au dégivrage du congélateur, et en fait, mettre une casserole d'eau chaude dans le congélateur. Donc, bien évidemment, on vide les aliments, on les met dans un sac de congélation. Éventuellement, on peut les remettre dans la partie frigidaire ou dans un frigidaire ou dans un autre congélateur si on en a un autre. Et on se lance au dégivrage du congélateur. On y met une casserole d'eau chaude, on ferme, on attend quelques minutes. Ça permet vraiment, toute cette vapeur et cette chaleur va permettre de décoller un petit peu les éléments glacés des parois. Et ensuite, avec une spatule en bois ou en plastique, on fait tomber les éléments givrés qu'on peut mettre dans l'évier à décongeler. Euh, on n'utilise pas de couteau parce que sinon on risque d'abîmer l'intérieur du congélateur. Mais voilà, des spatules en bois ou en plastique peuvent vraiment vous aider à enlever des gros éléments et à dégivrer votre congélateur. Pareil dans la cuisine, on évite le mode veille. C'est sympa d'avoir un café chaud à tout moment de la journée, mais bon, on peut aussi l'éteindre et l'allumer au moment où on veut un café, le temps qu'on prenne la tasse et la cuillère, éventuellement le lait, la cafetière, elle a le temps de se mettre à température et ça évite vraiment des consommations inutiles parce que maintenir à température de l'eau pour pouvoir avoir un café immédiatement, ça a un coût important au niveau de la facture de votre logement. Dans les petits investissements liés à la cuisine, éventuellement installer des programmateurs. Donc, ça permet de limiter les horaires de fonctionnement. Exemple, chez moi, j'ai un ballon d'eau chaude électrique sous évier. J'y ai mis un programmateur et voilà, ça chauffe le matin, le midi et le soir, mais en tout cas certainement pas de maintien à température entre minuit et 5 heures du matin où ma cuisine n'est jamais utilisée. Voilà, donc ça permet de faire des petites économies. Si on laisse le ballon
entre minuit et 5 heures sans programmateur, mais en fait, il va se maintenir à température. Alors effectivement, ces ballons sont isolés, mais quand on fait un suivi de ces consommations, on peut voir qu'il y a 5 minutes de chauffe à 3h30 du matin, parce qu'en fait, il avait perdu quand même un peu de température et il s'est relancé. Ça n'a pas d'intérêt de maintenir à température toute la nuit ces éléments-là. C'est valable aussi pour l'eau chaude sanitaire des salles de bain. Euh, Maintenant, à voir en fonction de votre usage, quand est-ce qu'il faut couper et allumer, de façon à ce que vous ayez quand même du confort. Le but n'est pas de se priver de confort. Moi, à partir de 5 heures du matin, mon programmateur se relance. Quand je me lève, en fonction de l'horaire des petits, de temps en temps c'est 6 heures, mais même si je dois faire un biberon ou nettoyer un biberon à 6 heures du matin, bah, mon eau elle est chaude. En 10 minutes, un quart d'heure, mon ballon, il a le temps de se réchauffer. Ça représente que 10 ou 15 litres. Voilà. Les autres électroménagers qui sont très consommateurs, bah, le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge. Pour le lave-linge, on fait des machines à 30 ou 40 degrés à la place des machines que nos grands-parents faisaient à 60 ou 90. Les lessives actuelles permettent de nettoyer très bien à ces températures-là. Ça représente 15% d'économie en eau et en électricité par an. Euh, Ça permet aussi de préserver vos appareils parce que le calcaire, il se dépose en plus grande quantité lorsqu'il y a une température qui est supérieure de l'eau de 60 à 65 degrés, quand la température de l'eau est supérieure à 65 degrés. Dans ce cas-là, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ces modes, ils sont faits pour. La vaisselle, c'est pareil, ils ont toujours un programme éco, en tout cas les nouveaux lave-vaisselle ont un programme éco, 30% d'économie par rapport au cycle ordinaire pour avoir une vaisselle qui est tout aussi propre. C'est souvent un peu plus long, mais ça a vraiment du sens de les utiliser. Concernant le sèche-linge, bah, on peut faire sans. Faire sécher son linge naturellement, c'est possible. Dehors, lorsqu'on a un espace extérieur, dans une pièce qui est bien aérée, si j'en ai la possibilité. Attention à la condensation dans les pièces de vie. Malheureusement, souvent, quand on a des personnes qui nous contactent et qui ont des problèmes de condensation, on constate qu'ils font sécher le linge dans leur salon, qu'en plus, ils ouvrent pas souvent les fenêtres. Et du coup, bah, forcément, ce linge qui sèche, il va mettre beaucoup d'humidité dans l'air. Et donc, il risque de créer des problèmes de condensation. Donc, voilà. Faites attention à cela. Au niveau de l'électricité, utiliser des multiprises avec un interrupteur, ça permet d'un seul geste de couper plusieurs éléments. Si vous avez un poste bureau à la maison avec un ordi, un écran, une imprimante, éventuellement des enceintes, etc., bah, tous ces appareils ils sont en veille en permanence. Si on met une multiprise qu'on coupe, bah, voilà, on coupe tous les appareils d'un coup. Au moment où on a besoin d'utiliser l'ordinateur, on peut tout rallumer. Vraiment, éviter les modes veille, c'est faire une économie. Je prends un exemple sur un poste hi-fi un peu conséquent avec bah, voilà, un ordi, éventuellement une télé, un enregistreur, un décodeur, des choses comme ça. On peut avoir jusqu'à 45 watts de consommation par le mode veille parce qu'en fait, il y a aussi tous les transformateurs qui sont liés à ces appareils qui sont connectés et qui consomment en permanence. Bah, 45 watts fois 24 heures fois 365 jours par an, c'est 100 euros. Donc vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le coup de faire attention à ces modes veille et d'utiliser une multiprise qui coûte bien moins de 100 euros et qui permet de tout éteindre d'une seule fois. Au niveau de l'éclairage, on choisit des tons clairs pour la décoration des murs. Ça permet de profiter au maximum de la lumière naturelle. Souvent, les bureaux, bah, on voit bien, nous, chez nous, les bureaux, les murs sont peints en blanc, c'est quand même très agréable. Ça réfléchit la lumière, alors que les couleurs sombres vont avoir tendance à absorber la lumière et donc à avoir un petit peu moins de luminosité dans les locaux. On laisse pas les lampes allumées, je pense que maintenant les gens le savent, mais voilà, on pense à couper les lampes dans les espaces qu'on n'utilise pas et nettoyer ces éclairages, ça coûte rien, mais en fait, on se rend bien compte que avec le temps, bah, il y a une particule de poussière qui vont créer un voile comme un nuage sur vos ampoules et bah, du coup, elles fonctionnent moins bien. En plus d'éventuellement pouvoir créer une surchauffe et claquer plus vite, on perd quand même beaucoup en luminosité. Donc, n'hésitez pas à nettoyer vos éclairages, on n'y pense pas souvent, mais ça peut faire euh, gagner un petit peu de confort et quelques watts-heures sur l'année. Les petits investissements, bah voilà, on élimine toutes les ampoules classiques, 60 watts, on élimine absolument les halogènes, 150, 200 watts, on achète du LED aujourd'hui. L'économie, elle est faite en moins d'un an. La semaine dernière, il y a une personne qui avait une très forte consommation électrique et en fait, en discutant avec elle, on a constaté qu'elle avait que des spots de 35 à 50 watts pour l'éclairage de son flat. En fait, bah, chaque spot de 50 watts, si on le remplace par un LED qui en fait 5 watts, on divise par 10 la consommation en ayant le même confort visuel.
et fois le nombre d'heures d'utilisation sur l'année, sachant que souvent, c'est des pièces de vie qu'on utilise le matin de 7 à 8 et le soir de 18 à 22 ou 23. Ça fait des grosses consommations à la fin de l'année. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à demander conseil aux vendeurs lorsque vous achetez des ampoules, parce qu'il existe des différences de température d'éclairage et donc des lumières qu'on appelle chaudes et des lumières qu'on appelle froides. On vous conseille les lumières chaudes, c'est plus confortable. Euh, voilà pour les petits investissements en éclairage. Parlons maintenant de la cuisson. C'est le dernier poste, 4% sur votre facture, mais il y a aussi la possibilité de faire des économies au niveau de la cuisson en utilisant des casseroles à pression ou en mettant des couvercles sur la casserole. C'est un double avantage. Bah, déjà, ça va chauffer plus vite. Donc, si vous faites cuire des pâtes ou du blé ou du riz, bah, ça va permettre d'arriver plus vite à ébullition. Et aussi, bah, généralement, et qui n'a jamais eu le cas, on ouvre le casserole et toutes les gouttes qui sont sur le couvercle tombent sur la plaque de cuisson et on se dit, j'ai encore fait la même bêtise. Mais en fait, toutes ces gouttes qui ont condensé sur le couvercle, en fait, c'est des gouttes qui ne se retrouvent pas dans votre logement et du coup qui n'auront pas condensé sur vos murs. Donc, ça a un double intérêt de penser à mettre des couvercles sur les casseroles. On adapte la puissance de la cuisson. Moi, avec des petits outils de suivi de consommation, j'ai constaté que sur mes plaques à induction, bah, quand je mettais la puissance sur 6 et la puissance sur 9, bah, j'avais quasiment un double en termes de puissance de consommation. Donc voilà, quand on doit maintenir à température, bah, on baisse le feu, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité. Vraiment, on adapte la puissance aux besoins. Ça permet de faire des économies. Et bah, quand on a un plat au four, on peut ouvrir pour regarder où ça en est, mais on ne laisse pas ouvert trop longtemps. Si on a vraiment besoin de retourner le gigot, bah, on le sort du four, on ferme le four, on le retourne et ensuite on le remet dans le four. On ne laisse pas le four ouvert à ce moment-là. Voilà pour les petits conseils au niveau du poste de cuisson et des économies. D'une manière générale, quelques conseils pratiques pour mettre en place ces économies. On se fixe des objectifs qu'on s'engage à respecter avec la famille, avec votre conjoint, avec vos enfants. On choisit quelques gestes, on les applique. On ne fait pas tout d'un coup parce que sinon on a l'impression d'être débordé. Un autre conseil que je donne aux gens et qui est vraiment très efficace, c'est de faire un relevé régulier de ces consommations. Votre compteur de gaz, votre compteur d'électricité, si vous le faites tous les mois, vous avez une vue de vos consommations. Il existe un site internet qui permet de faire un suivi gratuit qui s'appelle Energy ID. N'hésitez pas à y aller et vous y mettez, bah, par exemple, le 31 ou tous les premiers du mois, je vais faire mon relevé de compteur de gaz et mon relevé de compteur d'électricité. Bah là, vous avez la consommation de la maison l'année dernière. Il a fait très beau de mai jusqu'à octobre. La chaudière était coupée. On voit bien les consommations liées au chauffage, donc c'est la consommation de gaz. Et les consommations qu'on voit de mai à octobre, ça correspond à l'eau chaude sanitaire. Ça aussi, c'est un tip que je peux vous donner. Si vous voulez savoir quelle est votre réelle consommation liée à l'eau chaude sanitaire, et qu'elle est liée au gaz et donc à votre chaudière, bah, si vous faites votre relevé tous les mois, bah, les mois où votre chaudière est coupée, le gaz consommé, il est éventuellement pour votre cuisson, mais aussi pour l'eau chaude sanitaire. Donc ça permet après d'avoir une bonne visibilité de ce qui consomme et combien ça consomme. Après un certain laps de temps, on se rend compte que ça fonctionne, qu'on a fait des économies, bah, ça nous pousse à éventuellement faire d'autres interventions pour encore plus diminuer nos consommations. On le voit en kilowattheure quand on fait le relevé et on le verra surtout à la fin de l'année lorsqu'on aura notre facture annuelle transmise par notre fournisseur. Autre conseil pratique, n'hésitez pas à consulter la fiche info sur les 35 gestes pour économiser de l'énergie. Bon, il y en a quand même beaucoup dont on a parlé pendant ce webinaire, mais voilà, c'est disponible sur notre site internet. Allez la regarder, elle vous permet un petit peu de cliquer sur l'image, vous aurez accès à cette fiche info. Elle reprend vraiment plusieurs posts et avec des petites images ludiques. Voilà, on arrive un petit peu à la fin, en tout cas pour la partie utilisation rationnelle de l'énergie. Euh, Bon, HomeGrade, comme vous le savez, on est un centre de conseil. On est aussi là pour vous aider à aller plus loin, vous informer sur la rénovation énergétique, vous aider à mettre une priorité dans les travaux. D'abord l'isolation du bâti, ensuite les installations techniques.
On peut aussi vous aider à analyser des devis, vous donner des informations sur les primes qui existent. Euh, Améliorer la performance énergétique de notre logement, ça devient un peu une obligation morale avec le contexte actuel, mais aussi ça va devenir probablement dans les années à venir une obligation légale. On voit bien que la législation évolue avec le certificat PEB et des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à commencer dès maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation rationnelle de l'énergie, c'est diminuer nos besoins à nous en tant que personnes, mais l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, c'est diminuer les besoins du bâtiment, et donc les nôtres aussi par la même occasion. En gros, on conseille toujours de travailler sur l'enveloppe d'abord, donc vraiment toutes les surfaces de déperdition, la toiture, les châssis, les murs, les planchers. Euh, Ensuite, on travaille sur la technique et enfin, on peut aussi regarder les productions d'énergie dans votre logement. C'est des thématiques qu'on peut aborder avec vous si vous avez des questions. Et pour finir, sur l'impact environnemental de la baisse de nos consommations, en fait, en utilisant l'énergie de façon rationnelle et économe, éventuellement en effectuant quelques interventions, on va diminuer nos factures énergétiques. Donc voilà, on va faire du bien à notre portefeuille, mais on va aussi diminuer les émissions de CO2 dans l'air et on va préserver les ressources de la planète qui ne sont pas inépuisables. On s'en est bien rendu compte dans le contexte actuel, le gaz, le charbon, le pétrole, etc. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter HomeGrade, soit par téléphone au call de 10 heures à midi et de midi à 14 heures du mardi au vendredi. Vous pouvez passer nous voir au guichet, vous tomberez peut-être sur moi, sur Marc ou sur plein d'autres collègues. On est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 17 heures et les samedis hors vacances scolaires de 14 à 17 heures. Vous pouvez aussi directement prendre contact avec nous via notre site internet. Il y a un formulaire de contact dans lequel vous mettez vos coordonnées, mais vous pouvez tout de suite mettre des pièces jointes utiles à la compréhension de votre projet pour qu'on puisse vous aider au mieux. Merci à tous et Marc, je te rends la main pour la partie des questions. Merci Charles. Écoute, j'ai deux questions. Ah, j'en vois une troisième qui vient de s'afficher. Donc la première question, ça concerne en fait la consommation pour une pompe à chaleur. Effectivement, la pompe à chaleur fonctionne avec l'électricité. Euh, donc je dirais que si vous n'avez pas de compteur de passage sur votre pompe à chaleur, c'est difficile de mesurer. Je dirais que le seul point de repère, ce serait de justement avoir fait le relevé de ses consommations d'électricité avant l'installation de la pompe à chaleur. Si votre équipement n'a pas été modifié entre-temps, vous allez pouvoir comparer votre consommation avant l'installation de la pompe à chaleur et au bout d'un an. Normalement, c'est un bon point de repère. Euh, Après, vous me parlez d'un facteur de conversion de 2,5. Alors là, Si tu veux, je peux prendre le relais là-dessus. oui, Ouais. on parle du COP, je suppose, ou Non, non, alors non, non. Le c'est facteur de la... conversion, c'est en fait le gaz c'est le Oui, c'est gaz et ça. l'électricité, c'est de la En conversion fait, d'énergie primaire. c'est ça, oui. Donc, en fait, on va consommer 2500 kilowatts de gaz pour faire 2500 kilowatts pour faire 1000 kilowatts d'électricité. Donc, ça n'a- ça n'intervient pas sur votre facture, votre relevé de consommation. C'est complètement euh, Alors, détaché. ouais, Maintenant, si tu veux compléter, je t'en prie, vas-y. oui, je sais que le facteur de conversion, on en a déjà parlé, puisque ça impacte notamment la PEB. Effectivement, c'est un choix politique, ce facteur de conversion. On voit bien Oui, qu'il a évolué au niveau de l'Europe, il a évolué et il évolue actuellement, parce qu'on se rend compte que les parts d'énergie primaire, d'énergie renouvelable, mais aussi de nucléaire, sont assez importantes et que ce facteur de conversion, quand on le compare au gaz, ça n'a plus beaucoup de sens dans certains cas. Donc vraiment, c'est remis en question. Maintenant, comme l'a dit Marc, pour répondre à votre question, on parle de kilowattheure de gaz parce que c'est plus facile et que il y a quand même majoritairement des installations de chauffage au gaz à Bruxelles. Il y a quelques installations de pompes à chaleur qui sont installées, on espère, dans des bâtiments qui sont performants, bien isolés, avec un système de chauffage qui est adéquat, de préférence basse température
facture de façon à avoir un meilleur COP, donc coefficient de performance au niveau, et de préférence COS, donc coefficient de performance saisonnier, au niveau de la pompe à chaleur. Comme l'a dit Marc, soit vous avez un compteur de passage, c'est idéal et ça vous permet de savoir quelle est la part de consommation liée à la pompe à chaleur. Ça serait vraiment le meilleur outil et ça peut s'installer même après installation de votre pompe à chaleur ou alors de faire la comparaison avec vos consommations d'électricité qui n'étaient pas liées au chauffage des années précédentes. Parfait. Alors, je passe à la deuxième question. Comment savoir où est l'économie? Je pense à un programme long qui tourne 4 heures au lieu d'une heure 30. 4 heures d'électricité au lieu d'une heure 30, c'est plus économique. Point d'interrogation. Pareil pour la machine à laver, le mode est mis sur 30 degrés, mais l'écho est plus long. Alors, Alors, en fait, il faut vérifier, en fait, dans les données techniques qui sont transmises avec vos appareils, vous avez les consommations par cycle. Vous devriez trouver ça là, et donc c'est là que vous allez voir que, en définitive, vous consommerez moins d'électricité en utilisant un programme éco qu'un programme rapide. C'est simplement les résistances vont monter plus vite en température et vont être plus énergivores, puisque dans ces appareils-là, ce sont les résistances électriques qui sont les plus gourmandes. Donc, il y a un moyen simple, c'est d'aller voir sur la fiche technique. Voilà, je ne sais pas si Charles, tu as quelque chose à rajouter. je dirais même plus. Tu as dit quelque chose de très vrai, et je vais le paraphraser. Ce qui consomme de l'énergie, c'est de faire du chaud ou de faire du froid. En fait, Effectivement. la Mais on fait longueur. du chaud pour faire du froid. Oui, et on fait du chaud pour faire du froid, ou on peut faire du froid en faisant du chaud, comme un frigo. En fait, une pompe à chaleur, ça fait du froid dans un endroit et du chaud à un autre endroit. Mais ce que je veux dire, c'est que votre machine, en fait, vous dites effectivement c'est plus long, mais le cycle va être plus long. Je vais prendre l'exemple de votre lave-vaisselle. Dans votre lave-vaisselle éco à 40 degrés, en fait, on va chauffer de l'eau à 40 degrés. Euh, et ça va tourner pendant 40 minutes. En fait, on va mettre cette vaisselle dans un bain pendant 40 minutes, entre guillemets, en recyclant la même eau et sans la réchauffer. Et donc, en fait, ça va être plus long dans la durée, mais on ne va pas réchauffer. Et le fonctionnement d'une pompe qui fait tourner de l'eau ou d'un ventilateur ou de choses comme ça, en fait, c'est très peu énergivore par rapport à créer du chaud ou créer du froid. Donc, la durée va, la question a disparu, ça m'a perturbé. Euh, la durée du cycle impacte, en fait, ce qui impacte la consommation, c'est la chaleur et le maintenir en chaleur par rapport à la durée de fonctionnement des autres ventilateurs. Exemple, euh, quand on met un système de ventilation, si vous allez un jour dans un hôtel, dans un pays où il fait chaud, on vous propose des chambres avec clim ou des chambres avec ventilateur. En fait, pourquoi il y a une différence de coût? C'est parce qu'en fait, le ventilateur consomme très peu d'énergie. Il brasse de l'air, mais il consomme peu d'énergie. Il ne le refroidit pas, il ne le réchauffe pas. Alors que l'air conditionné, la clim, va produire du froid, réchauffer l'extérieur et produire du froid à l'intérieur. Désolé, je paraphrasais un peu, mais je trouvais que c'était important de rappeler aux gens que ce qu'ils consomment, c'est de produire du chaud et du froid. C'est pas forcément de faire tourner un moteur. Ça consomme moins à l'échelle du bâtiment. Là, je vois que donc, vous précisiez pour l'eau, mais c'est l'eau et l'électricité pour la même question. Oui. Alors, la question suivante. J'habite en copropriété, le chauffage est au gaz. Est-ce que le gaz va être périmé dans quelques années et pourrait-on remplacer cela par une pompe à chaleur? Ça n'a pas l'air évident, copropriété. Alors, effectivement, la volonté au niveau européen, c'est de supprimer le chauffage au gaz à terme, mais ce n'est pas pour demain. Et puis, je ne sais pas comment ils vont, si tout doit fonctionner à l'électricité, il faut que l'infrastructure puisse le permettre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, j'avoue que nous, honnêtement, en tant qu'HomeGrid, on continue à conseiller le chauffage au gaz parce qu'il reste plus économique, nettement plus économique. Installer des pompes à chaleur, c'est vrai qu'on en propose de plus en plus. Des primes sont mises en place pour encourager l'installation de pompes à chaleur, mais il reste que ça cause des nuisances aussi, qu'il y a des critères d'installation à respecter, des distances à respecter et des nuisances sonores, puisque quand on installe une pompe à chaleur, il y a un groupe qui est situé à l'extérieur, c'est un moteur qui tourne, qui fait du bruit et qui, avec l'âge, devient de plus en plus bruyant.
et procure des mécontentements auprès des voisins. Donc, je ne sais pas du tout comment on va évoluer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour le moment, il est prévu la disparition du chauffage au gaz à l'horizon 2035, 40, 50. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Charles, là-dessus. Alors, je vais rester dans la même idée. À l'heure actuelle, si vous avez un système de chauffage qui existe et qui fonctionne, et qui est assez performant, si vous faites votre entretien régulier, ou en tout cas le contrôle périodique, vous aurez le rendement de votre chaudière. On va dire aux gens, plutôt que de tout de suite investir dans un système beaucoup plus coûteux, d'abord travailler sur l'enveloppe. C'est vraiment la priorité. Ça va diminuer les besoins du chauffage, les besoins de chauffage, et donc après, on pourra mettre le système le plus adéquat. D'ici là, les systèmes vont évoluer. Mais en attendant, pour le moment, pour nous, le chauffage au gaz reste le plus intéressant. Alors, par quoi remplacer un chauffage à accumulation de nuit électrique dans un studio de 50 mètres carrés? Alors, je lis entre les lignes que votre bâtiment n'est pas du tout raccordé au gaz, ce qu'on rencontre de temps à autre. Ce n'est pas la majorité des logements à Bruxelles, mais c'est le cas où on a fait toute une installation en électricité sans avoir de gaz. Donc là, c'est vrai que je ne vois pas de système beaucoup plus performant que le système à accumulation euh, pour le moment. Euh, Je, là, ouais, je vais apporter d'autres éléments. Alors, là, on a pris l'hypothèse qu'effectivement, il n'y avait pas le gaz. Dans certains cas, il y a quand même du gaz. Je ne sais pas comment est-ce que vous produisez l'eau chaude sanitaire, mais dans ce cas-là, dans un appartement et dans un studio, une petite chaudière mixte à condensation qui produit l'eau chaude sanitaire, mais que le volume nécessaire et le chauffage, c'est quand même des solutions qui sont assez efficientes. Sinon, il existe des systèmes de chauffage, voilà, l'accumulation. Il y a aussi des panneaux rayonnants. Il y a différentes solutions qui existent, mais il n'y a pas non plus de solution miracle. Donc, comme Marc l'a dit, si vous avez que de l'électricité, bah, malheureusement, il n'y a pas, à part travailler sur l'enveloppe encore pour diminuer les besoins, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait à ce niveau-là. ouais, parce que ce genre de questions, c'est vrai qu'on l'a, je dirais pas régulièrement, mais quand même un certain nombre de fois. Et je suppose que ce monsieur a un boiler électrique pour l'eau chaude sanitaire. C'est fort probable, c'est ce que je pense aussi, mais Ouais, je donnais la question si jamais d'autres chances. Le bâtiment datant de 2005, avec un PEB de C, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire il y a comme le certificat PEB ne dépend pas de l'usage, mais vraiment ah oui, du je vois. bâti, ça veut dire que les consommations sont peut-être pas si énormes. Je vous renvoie dans ce cas-là sur la fiche, j'allais dire la fiche check-up, le self-check-up. L'idée, c'est de voir quelles sont vos consommations en kilowattheure par mètre carré et par an. Vous voyez combien ça vous coûte réellement pour chauffer ces 50 mètres carrés. Parce que est-ce que ça vaut le coup d'investir des milliers d'euros si finalement vos consommations ne sont pas énormes? C'est ça. Parce que là, vous avez noté qu'il y avait le gaz pour les appartements une et deux chambres. Donc, ça veut dire qu'il y a le gaz dans le bâtiment. Maintenant, installer un tout nouveau système de chauffage au gaz avec un système de distribution via les radiateurs, c'est quand même un investissement assez important. Et comme me dit Charles, si vos consommations électriques restent raisonnables, autant alors conserver ce système-là. Alors, je vois la question. Bonjour, est-ce vraiment plus intéressant d'utiliser l'unité d'air conditionné en tant que chauffage d'appoint que d'utiliser les radiateurs dans un appartement? Alors, je subodore que vous avez un système de chauffage avec une chaudière gaz ou mazout, je ne sais pas. Donc, pourquoi utiliser un système électrique? Ce qui est vrai, c'est que les systèmes de climatisation réversible sont intéressantes. Et là, pour effectivement 1000 kilowatts électriques consommés, on va produire environ 2500 kilowatts de chaleur. Donc, effectivement, on est dans un rapport de 2,5. Mais là, il suffit de faire le calcul entre le coût du gaz et le coût de l'électricité. En plus, ces systèmes-là, ce sont des flux d'air. C'est pas toujours confortable par rapport à un système de radiateur où on a un meilleur confort. Quand vous utilisez un système avec des groupes de ventilation, ben, vous créez un courant d'air permanent
c'est pas le plus confortable. Donc, c'est un calcul à faire. Il y a une histoire de confort et d'économie d'énergie. Mais n'utilisez certainement pas ce système d'air conditionné pour faire du froid, sauf si vraiment c'est la canicule dure, parce que c'est énergivore au possible. Tu as parfaitement raison, Marc. Et je compléterai aussi, souvent l'argument qui est donné par les installateurs, c'est oui, mais comme ça, vous ne chauffez que ce local-là. Alors, si vous voulez vraiment chauffer que ce local-là, vous avez tout à fait la possibilité aussi de fermer les vannes dans les autres locaux et de n'ouvrir que la vanne de radiateur de cet espace-là. Et dans ce cas-là, vous ne chaufferez que cet espace-là aussi. Alors, la question suivante est si on a des panneaux solaires, on utilise un cycle long ou court? Euh, je veux dire, quel que soit le... euh, en fait, l'idéal, c'est évidemment de faire fonctionner tous les appareils électroménagers, puisque les panneaux solaires, idéalement, viennent en compensation de consommation d'appareils électroménagers. Donc, il faut adapter le fonctionnement de vos appareils électroménagers par rapport à la production des panneaux. C'est-à-dire que euh, quand vous avez une météo clémente et que vous voyez que vos panneaux produisent, c'est là qu'il faut faire tourner vos appareils. Mm. Voilà, moi j'ai des panneaux solaires sur le toit et en fait, j'ai envie de dire qu'on ait des panneaux ou pas, le but c'est de consommer le moins d'énergie. Donc c'est d'utiliser un cycle court ou un cycle éco, qu'on ait des panneaux ou pas. Maintenant, on sait bien que la puissance des panneaux, ben, ça dépend de votre installation, du nombre de panneaux et donc du watt crête total qui est installé sur votre toit. Mais voilà, faites, répondez à vos besoins. Et si vous n'avez pas des moments, si vous n'avez pas besoin de faire une machine rapide à 65 degrés en 1 heure par rapport à une machine plus longue à 40 degrés en 3 heures, bah, laissez-la tourner à 3 heures, puisque effectivement, c'est la question de chauffer l'eau qui coûte de l'énergie. Après, on n'est pas maintenu à température, ça circule. Donc, voilà, moi, je vous conseillerais d'utiliser le système le plus économe. Et comme l'a dit Marc, bah, on lance une machine à 10 heures, une autre à midi et une troisième à 14 heures si nécessaire. On ne les lance pas toutes à 10 heures, sinon on va dépasser la production solaire, très certainement. Alors, je vois qu'on précise qu'il existe des applications qui permettent de contrôler la consommation d'une pompe à chaleur Daikin. Je suppose que ça doit exister chez les concurrents, mais là, j'avoue que on sort un petit peu du contexte, mais merci pour la précision. Alors, je comprends bien, mais dans le cas où c'est 30 degrés, quoi qu'il arrive, la chaleur va monter plus lentement. J'avoue que je ne comprends pas la question, pour être tout à fait honnête. Je la vois pas cette question. Donc, c'est Moi, je juste après vois. sur une pompe à chaleur Daikin. Il y a une question juste en dessous. Si tu cliques sur question-réponse, Ok, elle est pas. 1h16 p.m. Oui. Non plus, excusez-nous, on ne comprend pas la question, la chaleur va monter plus lentement. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai puisque ça va dépendre de votre résistance. Votre résistance, généralement, si c'est une 1800 watts, bah, elle va tourner à 1800 watts au moment où il va falloir chauffer de l'eau et elle va s'arrêter quand la température sera atteinte. Donc ça ne va pas chauffer plus lentement, c'est juste que ça va durer moins longtemps et après, elle va rester elle va fonctionner à ces 30 degrés ou ces 40 degrés. Donc, ce n'est pas vraiment une durée de c'est pas vraiment une durée d'utilisation. Je trouve la question un peu bizarre, mais en fait, elle va juste chauffer avec ses 1800 watts, qui est la puissance de la résistance, et elle va s'arrêter quand on aura 30 degrés. Si je demande 50 degrés, bah, elle va chauffer à 1800 watts, et elle va s'arrêter quand elle aura atteint 50 degrés. Mais bon, là, je pense qu'on est dans un détail. N'hésitez pas à nous envoyer un message via notre site internet si vous voulez plus de détails, éventuellement, même avec les références de votre machine. On pourra vous montrer où trouver cette information sur votre mode d'emploi. Alors, j'ai une question de Antoine Strulens. Y a-t-il des systèmes de chauffage intéressants au niveau électricité, infrarouge, convecteur avec briques réfractaires, etc. Ou est-ce uniquement intéressant avec des panneaux solaires? Vous avez un appartement de 100 mètres carrés sous toiture plate isolée dans une maison mitoyenne avec double vitrage à l'arrière. Donc, ça veut dire qu'en façade avant, ou alors c'est soit de votre appartement ne donne que d'un côté, soit il est en simple vitrage à l'avant. Donc, comme le disait Charles, là où on peut améliorer
la performance de son logement et réduire sa consommation, c'est d'installer du double vitrage partout et d'isoler les façades. Le toit est isolé, ça c'est très bien, surtout que vous êtes juste en dessous. Mais vous avez aussi des parties déperditives au niveau des façades avant et arrière, puisque vous êtes mitoyen sur les côtés. Euh, Après, si vous n'avez pas de système de chauffage central, c'est ce que je comprends entre les lignes. euh, je pense qu'en chauffage électrique, je pense que le système à accumulation reste le plus intéressant. Euh, je ne sais pas si, je pense on en a déjà parlé dans les questions précédentes. Euh, Après, les panneaux solaires, si vous êtes en système à accumulation, là, ça passe sur le tarif de nuit. Donc, on est à l'opposé de la production solaire via les panneaux. Donc, je ne sais pas comment on peut programmer ces systèmes d'accumulation parce que je sais il existe euh, des dispositifs qui permettent d'optimiser la production des panneaux solaires vers les appareils qui en ont le plus besoin. Ouais, mais Marc, moi, en fait, j'ai une installation photovoltaïque sur mon toit et je vous dis tout de suite, je ne produis pas assez en hiver pour répondre à mes besoins classiques, En frigo, plus, congélateur, box internet, etc. OK, Donc, me mettre un système de chauffage électrique, c'est pas du tout en lien. Il y a complètement un déphasage entre la production on est d'accord. d'électricité et la consommation. Donc, c'est pas Surtout, vraiment une, ouais, c'est surtout une qu'en fausse bonne hiver. idée. Oui, surtout qu'en hiver, évidemment, la production des panneaux est nettement inférieure à Ah, celle qu'elle peut donner en été. j'ai un Donc rapport ça, de 1 à déjà. 8 sur mon installation. Ah Voilà. ben voilà. Donc, c'est une vraie Euh, différence. mais si je comprends bien la question, il n'y a pas d'autre système de chauffage, il n'y a pas de système de chauffage central, je suppose, chez Monsieur Strulens. Et juste, comme il indique simple vitrage car bâtiment classé, alors Ah attention, oui, il y a quand même ah oui. des doubles vitrages qu'on sait insérer dans des châssis existants. Donc, on conserve les châssis et on améliore la performance. Donc, c'est souvent une fausse excuse. Est-ce que c'est vraiment classé ou est-ce que c'est repris sur l'inventaire? N'hésitez pas à contacter le service urbanisme de votre commune, leur disant que vous avez cette problématique-là. Si vous insérez du double vitrage dans des châssis existants, en conservant les châssis, normalement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il est déjà 30, donc Marc, je crois qu'il faut qu'on on fasse rapidement sur les questions qui sont projetées par notre collègue Florence. Si seulement une vanne pour chauffer une pièce, question précédente, n'y a-t-il pas surpression de la chaudière? Alors, il y a pas forcément surpression de la chaudière, ça dépend de votre circuit de chauffage. Il peut y avoir des circuits primaires, des circuits secondaires, donc ça dépend vraiment de votre circuit de chauffage. Il faut voir avec votre chauffagiste, mais à partir du moment où il y a quand même une circulation d'eau, il n'y aura pas surpression, juste que la température de retour sera très chaude et que la chaudière va dire bah, j'ai une température de retour qui est suffisamment chaude, je n'ai pas besoin de me lancer. Sauf si je dis une grosse erreur, Marc, Non, non, passons non. à la Puis il y a question le ouais, vase d'expansion qui est là pour compenser les variations de de pression température ouais, liée à la variation de sur le pression liée à la circuit. température. Ouais. Effectivement, très bonne remarque, le, le vase d'expansion. Dernière question. Mon eau chaude est produite par la chaudière gaz. Serait-elle pas plus intéressant de changer cela et de passer à une production d'eau chaude électrique au tarif nuit, ce qui me permettrait de couper le chauffage l'été? Alors, on va revenir à un très rapide passage de ma présentation où je vous ai parlé d'Energy ID et je vous ai dit de faire votre suivi régulier de vos consommations. Regardez votre consommation au mois d'été lorsque vous ne chauffez pas le logement. Ça vous permettra de voir quelle est la part de gaz utilisée pour l'eau chaude sanitaire. Dans mon cas, et ce qu'on peut voir sur mon graphe, je consomme même pas 100 kWh de gaz par mois en été, lorsque ma chaudière est coupée, pour la douche de ma femme et moi et le bain de mes trois enfants. Ils sont encore petits, ils sont dans le même bain et on ne met pas beaucoup d'eau, je vous l'accorde. Mais voilà, notre consommation de gaz est très faible. Et donc, si je rapporte cette consommation sur les 12 mois au prix que ça me coûte, ça ne sera jamais rentable de changer mon installation. Donc, ça dépend de votre consommation. Regardez, vérifiez votre consommation en été de gaz et ça vous permettra de faire un calcul plus juste et plus savant. Je crois qu'on arrive à la fin, Marc. Oui. Alors, merci Charles pour ce très bel exposé. Merci à Merci toi. merci à vous tous d'y avoir assisté. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 16 mai. Nous accueillerons Jérôme Bertrand, qui est aussi conseiller chez HomeGrid et qui nous parlera de vitrail Art Nouveau, entretien et restauration.
Une dernière chose, n'oubliez pas de compléter l'enquête de satisfaction. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Faites-nous des suggestions sur les points à améliorer, des sujets à approfondir dans nos prochains webinaires. Excellent après-midi à tous et au mardi 16. Merci à tous, merci Marc, merci Florence, merci Yoris pour la Merci traduction. Charles, merci Florence, merci Joris. À bientôt. À bientôt.